Entr'acte, les secrets de Barbara Hendricks. Cette union est quelque chose de... Tout de suite après le soir qui 3. guérit. Aujourd'hui, tous les emballages Tétra Brick ont l'ouverture facile. Plier, replier, déchirer sur le côté, il suffit de le savoir. Tétra Pak, tout reste intact. Si toute la journée vous avez rêvé de votre couette, Dupont de Nemours vous souhaite une bonne nuit avec Dacron Coilophile 7. Riche en sels minéraux, Saint-Dior vous transmet sa force. Saint-Dior, rends-moi fort. C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Parfum Boss, numéro 1. Il y a des voitures qui attendent le futur, et il y en a une qui a décidé de l'anticiper. Lancia Thema. Sa technologie maîtrise la puissance, renforce la sécurité. Lancia Thema. Sous l'élégance, la performance. Monsieur Cordier, homme d'affaires, expert en voyages internationaux, a accepté de tester notre nouvelle business class européenne. Ce confort, cet espace, c'est plutôt anglais, n'est-ce pas? Non, monsieur. Alors cette cuisine si raffinée, évidemment c'est français. Pas du tout. Cette parfaite organisation, ce respect des délais, mais ça ne peut être calmant. Cherchez encore. Ah oui, bien sûr. Nouvelle business class européenne Iberia. Essayez-nous, choisissez-nous. Au Keno, Eric joue selon sa chance du moment. Tenez, hier encore, il jouait 10 numéros pour gagner 4 millions de francs. Et ben aujourd'hui, il aurait tendance à assurer et à ne jouer que 6 numéros. Si c'est pas 5, voire même 4. Keno, et vous, comment jouez-vous? Moins de 1000 francs? Moins de 1000 francs? Non. Si, moins de 1000 francs, c'est le prix du logiciel de comptabilité Ordigestion. Pour recevoir une documentation gratuite, appelez le 05 071 071 ou tapez 36 16 Ordigestion. L'éblouissement des sens. Alors puisse votre voyage recevoir la faveur de la bénédiction de Dieu. Sur France 3, on vous invite à la découverte. Les grands espaces désirés, l'aventure des pionniers de l'Atlantique en solitaire. Sur France 3, on vous offre la clé du paradis. Où sont d'eau tous les livres? Entre mystique et mystère, l'énigmatique enquête d'un Sherlock Holmes médiéval. Trouvez-moi Guillaume de Baskerville. Sur France 3, laissez-vous tenter par le rêve. Un colosse aux pieds d'argile qui bâtit son empire sur le sable. Trois grands films, 3 performances, 3 coups d'éclat du cinéma. Et cum spiritu. Christophe Colomb, Le nom de la rose, Laurence d'Arabie. Votre cinéma de rêve, bientôt sur France 3.
Fillon du pognon, étudiants et lycéens ont manifesté aujourd'hui à Paris et en province contre le budget de l'enseignement supérieur présenté au même moment à l'Assemblée nationale. Malgré une mobilisation moins forte que prévu, les syndicats appellent à une nouvelle manifestation jeudi. Le ministre François Fillon propose des remèdes d'urgence aux universités qui le désirent. Quelles sont les vraies causes de la grogne étudiante? Embouteillage, angoisse devant le chômage ou manipulation politique? L'analyse croisée de Michel Jacquemin, UDF, rapporteur du budget de l'enseignement supérieur à l'Assemblée, et de Philippe Campaki, président de l'UNEF-ID. Bonsoir, elles s'appellent Fouzia et Fatima. Elles ont 13 et 11 ans, elles sont marocaines. Leur père est manœuvre, il vit à Nantua depuis plus de 25 ans. Rien ne les distingue vraiment de leurs copines du collège Xavier Bichat de Nantua. Rien sauf leur foulard, ce bout de tissu sur la tête imposé par la coutume musulmane. Exclues pendant 8 jours, elles se sont présentées ce matin à l'entrée du collège, mais elles ont une nouvelle fois refusé de se découvrir. Xavier Bonahul. Fouzia, 13 ans, est donc arrivé voilé ce matin au collège de Nantua. Le sous-préfet, l'inspecteur d'académie et le proviseur l'attendaient à la porte. Est-ce que tu as l'intention d'abandonner ton voile à l'intérieur de la classe? Alors je ne peux pas te laisser rentrer. Je ne peux pas te laisser rentrer. Après 8 jours d'expulsion temporaire, Fouzia et sa sœur Fatima vont être renvoyés définitivement. Les rencontres de conciliation de ces derniers jours n'avaient pas permis de désamorcer le conflit. La famille est restée inflexible et tôt ce matin, le père invoquait à nouveau la loi coranique. Le voile islamique, c'est un habit comme le reste obligatoire pour les jeunes filles à partir des règles. Le père dénonce aussi le fait qu'un homme qui se présente comme islamologue et qui l'hébergeait depuis une semaine ait été arrêté par les gendarmes. Il est ce soir en garde à vue afin de vérifier s'il est en situation régulière. Le proviseur du lycée est conscient que cette affaire est devenue un symbole. Si c'est à lui et à lui seul d'apprécier s'il y a prosélytisme, il a dû surtout composer avec les positions de la famille et des professeurs. C'est plus maintenant le problème du foulard, on veut dire, quelque part. C'est un problème de position des familles. Je constate que le corps professoral ne peut pas supporter que des jeunes filles gardent leur foulard à l'intérieur des classes. 2 autres jeunes filles turques qui étaient aussi exclues pour 8 jours ont préféré ne pas venir au collège ce matin. Des discussions se poursuivent avec leur famille. 1,5 milliard de francs, c'est le montant de l'enveloppe dégagée par le Premier ministre pour une meilleure adaptation de l'agriculture française à la nouvelle politique européenne et en filigrane aux négociations du GATT. Claire Sébastien, Xavier Bonahul. Les plus basses retraites réévaluées, des charges d'exploitation allégées, des prêts bonifiés qui accusent un point de baisse. Les agriculteurs ce soir devraient être satisfaits. Il en coûte 1,5 milliard au gouvernement pour ce cadeau de fin d'année annoncé par le ministre Jean Puech. Une fin d'année où reviennent au premier plan les négociations du GATT, sujet ô combien délicat pour l'agriculture. Question, cette enveloppe participe-t-elle à calmer le climat social ? Il n'y a pas de deal entre le Premier ministre et les organisations professionnelles agricoles. Il n'y a aucun lien entre cette réunion et le dossier du GATT, contrairement à ce qu'on veut bien faire croire. Sur le dossier du GATT, précisément, estimation de Gérard Longuet ce soir au Club de la Presse. Question, combien y a-t-il de chances de signer l'accord d'ici le 15 décembre? 2 sur 3. La mémoire du juge Lambert était en question aujourd'hui aux assises de Dijon. Un petit juge qui ne se souvient plus des erreurs commises il y a 9 ans. Jean-Marie Villemain, ses avocats et même le président sauront les lui rappeler. Procès-verbaux non signés, nombreuses irrégularités de procédure et surtout l'inculpation puis la libération de Bernard Laroche, l'inculpation de Christine Villemain, innocentée depuis par d'autres juges. Je n'ai pas à me justifier, dira Jean-Michel Lambert. Le petit juge conserve son intime conviction, celle de l'innocence de Bernard Laroche. Fini les 32 heures. Sénateurs et députés sont tombés d'accord sur le texte d'un amendement qui supprime la référence aux 32 heures ou à la semaine des 4 jours. Mais l'amendement mis au point par Michel Péricard et Jean-Pierre Fourcade maintient l'idée d'expérience de réduction du temps de travail sur une base annuelle. Rejet de tout dialogue avec le pouvoir algérien, menaces ouvertes contre la France et les intérêts français, le fils durcit le ton. Un communiqué rédigé en arabe est parvenu ce matin à l'AFP. Il est signé du bureau exécutif provisoire du mouvement.
Mais en France, le président de la fraternité algérienne doute de l'authenticité de ce document. Jafar El-Ouari, toujours assigné à résidence, estime à nouveau ce soir que le fils n'a pas intérêt à s'en prendre aux ressortissants français. La saison des prix littéraires continue avec la nouvelle cuvée du Médicis. Emmanuel Bernheim vient d'être couronné pour son 3e roman intitulé Sa femme, publié chez Gallimard. L'histoire d'une passion obsédante disséquée avec talent par cette jeune femme écrivain et scénariste de 37 ans. Le prix Médicis étranger a été décerné à l'écrivain américain Paul Auster pour Léviathan, publié aux Actes Sud. À chaque ministre nouveau dans le secteur, sa manif. Les étudiants soutenus par les lycéens ont respecté la tradition aujourd'hui en scandant dans les rues de Paris et des grandes villes universitaires le nom de François Fillon qui présentait cet après-midi à l'Assemblée son projet de budget pour l'enseignement supérieur et la recherche. Quelles sont les vraies causes de cette grogne étudiante? S'agit-il vraiment de surpopulation et de moyens insuffisants? S'agit-il au fond du désarroi d'une génération obsédée par le chômage ou encore de manipulation politique? Avant d'en débattre dans un instant avec Philippe Campincky, le président de l'UNEF-ID, et de Michel Jacquemin, le rapporteur UDF du budget à l'Assemblée, voyons avec Nathalie Darigrand la situation sur le terrain. Sur les marches, les retardataires, les autres, les plus malins, ont réservé leur place 3/4 d'heure à l'avance. Il fait très chaud dans cet amphi trop petit. Ces étudiants sont en doc de gestion à Tolbiac, une filière à la mode, donc surchargée. De la souplesse, du calme et surtout de la détermination pour ces élèves. Ils sont 40, peut-être 50 dans cette salle sans fenêtre d'une vingtaine de places. Nous sommes à Saint-Denis, Paris 8. On devait être dans une salle beaucoup plus grande, mais la salle a été prise pour un autre cours et on a été envoyé dans un autre bâtiment pour les préfabriquer. Pareil, on s'est encore fait renvoyer de là-bas et puis on a trouvé cette petite salle qui est vide aujourd'hui et on est venu ici. On nous a proposé de suivre notre DUG en 3 ans parce qu'il n'y avait pas assez de place pour aller en cours. Et ça, moi, je n'y refuse absolument. Un DUG en 3 ans, l'université dérape. Les étudiants qui devraient être en licence piétinent tandis que le nombre de bacheliers, lui, ne fait qu'augmenter. Cette université, par exemple, a une capacité d'accueil de 15 000 élèves, mais comptabilise aujourd'hui 25 000 inscrits. Une situation qui se retrouve partout en France. Cette année, le cap des 2 millions d'étudiants a été dépassé. Nous demandons à être compris dans nos missions et que l'État comprenne fortement que pour vaincre le chômage, que pour vaincre le malaise social, la formation, les diplômes, la recherche est un des moyens essentiels, c'est une des clés essentielles de notre avenir. Quel objectif pour l'université? Quel avenir pour les jeunes? Des questions transformées en revendications par les étudiants cet après-midi. Pour l'éducation, du lait, des sucres, des ronds, du pognon. Pour l'éducation. On est une génération effectivement qui a peur, donc c'est pour ça on veut faire des études de plus en plus longues. On sait que si on sort de fac au bout d'1 an ou 2 ans, c'est sûr qu'on sera au chômage. Donc nous on essaye d'avoir des licences, d'avoir des maîtrises et espérer de ne pas être au chômage quand on sortira de la fac. Des jeunes inquiets qui rêvent d'un grand mouvement, comme en 90 avec les lycéens, comme en 86 avec leurs aînés. Réunis pour l'occasion, l'UNEF-ID et l'UNEF, les 2 grands syndicats étudiants, ont appelé en début d'après-midi à une nouvelle manifestation jeudi prochain. Et pour compléter le tableau, 3 chiffres qui donnent une idée de l'accélération des problèmes. Il y avait en 68 moins de 400 000 étudiants. Il y en avait un peu plus d'1 million au début des années 80. Et maintenant, au début des années 90, il y en a exactement le double, un peu plus de 2 millions. Philippe Campincky, bonsoir. Vous êtes le président de l'UNEF-ID, la branche plutôt socialisante du syndicalisme étudiant. Vous êtes réconcilié, Nathalie Darigrand le disait, avec l'autre UNEF, proche elle des communistes. Et pourtant, votre manifestation commune aujourd'hui n'a pas été un tel succès. Vous êtes plutôt déçu ? Non, du tout. Je crois qu'il y a eu la semaine dernière et les semaines précédentes des manifestations en province. Il n'y avait pas encore eu de manifestation à Paris et c'était la première manifestation parisienne. Il y avait à peu près 15 000 étudiants et lycéens. Je crois que c'est une première manifestation et que c'est un bon départ. Mais vous n'avez pas vraiment fait le plein de vos troupes, là, en principe.
Je crois que c'est un premier pas. Il va y avoir une autre mobilisation jeudi prochain. Les étudiants sont mécontents des conditions de rentrée dans un certain nombre d'universités. À Rouen, à Nantes, on a vu des manifestations monstres. À Paris, il n'y a pas du tout les mêmes problèmes. Ce sont des problèmes différents, beaucoup plus une plus grande habitude de la surcharge, alors qu'à Rouen, il manque à peu près 140 postes d'enseignants d'après l'administration. Donc ce qui fait que les étudiants ne peuvent plus étudier et qui sortent dans la rue normalement. Michel Jacquemin, bonsoir. Vous êtes député UDF du Doubs, rapporteur du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez, comme le ministre François Fillon, qu'il a beaucoup dit aux médias ces jours derniers, que le mouvement étudiant est manipulé politiquement, manipulé donc par le PS, sinon par l'Élysée? Pour moi, il y a trois éléments qui pèsent sur cette rentrée. Il y a d'abord la montée des effectifs, plus 100 000 étudiants par an depuis plusieurs années, et c'est toute la conséquence de la montée en puissance aussi des effectifs dans les lycées qui a été voulue. Il y a la rigueur budgétaire. N'oublions pas que nous avons aujourd'hui dans ce pays 300 milliards d'impasses budgétaires, et malgré cela, le budget de l'éducation, de l'enseignement supérieur est en croissance de 6%, alors que le budget de l'État est en croissance de 1,1%, mais tout de même, il y a rigueur budgétaire. Et enfin, le troisième élément, bien sûr, qui pèse dans tous les esprits, c'est le chômage qui est lourd dans ce pays et qui ne peut pas être absent de l'esprit des jeunes. Ce sont trois éléments d'analyse qui n'ont rien à voir avec vraiment la politique. Donc pour vous, il n'y a pas de manipulation politique proprement dite? Écoutez, ça reste à vérifier en tout cas. Mais a priori, vous n'y croyez pas trop? A priori, je crois très sincèrement qu'il y a une inquiétude chez les jeunes qui s'exprime naturellement. Il faut y faire très attention. Alors ces étudiants qui ont manifesté aujourd'hui étaient lycéens en 89, ils avaient manifesté aussi, ils ressemblent comme des frères aux étudiants qui manifestaient contre Alain Devaquet en 86. Est-ce que vous pensez, Monsieur Campincky, que ce sont toujours les mêmes problèmes qui poussent les étudiants dans la rue, ou que cette fois, il y a vraiment des facteurs spécifiques? En 1986, le projet de M. Devaquet visait à interdire l'accès à l'université pour un certain nombre de lycéens. Donc il y avait une volonté profonde d'égalité des droits. Oui, c'était pas tout à fait ça quand même. C'était notre sentiment, et c'est pour ça qu'il y avait à peu près 1 million de personnes qui ont manifesté. Donc il y avait une volonté profonde d'intégration à l'université. Aujourd'hui, le malaise est beaucoup plus profond, c'est le fait que chaque étudiant veut avoir la même chance que son voisin, et ça a une force considérable, d'autant plus qu'effectivement, ce sont les lycéens de 1990 qui avaient gagné sur les questions budgétaires, qui aujourd'hui se retrouvent à l'université, et qui aussi ont le sentiment qu'ils peuvent gagner sur des questions budgétaires. Écoutez ce qu'en pense un sociologue, lui-même professeur, spécialiste des problèmes d'enseignement, Alain Touraine, interrogé tout à l'heure par Pierre Friedenreich. Le danger, la difficulté, c'est que ces millions de gens, on est passé de 1 million à 2 millions en peu d'années, qui se précipitent vers l'enseignement supérieur, dans les conditions où est celui-ci, ça fait de la casse. Et on ne voit pas très bien comment la société française mettrait de l'argent dans cette espèce de tonneau des Danaïdes avec des taux d'échec qui risquent de s'élever encore. Réponse, il faut donner la priorité à l'ouverture de l'enseignement supérieur, mais surtout à sa restructuration. Il n'y a pas de crise des universités, il y a une crise du premier cycle. Or, puisque nous avons maintenant 2 millions d'étudiants, dont 1,5 million dans le premier cycle ou quelque chose comme ça, il faut diversifier. Il y a les prépas, il y a les IUT, il faut créer différents types de liaisons entre formation professionnelle et connaissances générales, de manière à ce qu'un garçon ou une fille qui entre dans les études se dise « j'ai des chances raisonnables dans 2 ans, dans 3 ans, d'avoir un... » Monsieur Jacquemin, vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Il faudrait des aménagements pratiques dans le premier cycle? Oui, tout à fait. Je rappelle d'abord qu'il y a un effort très important qui est fait pour s'adapter au nombre croissant d'étudiants, et notamment le plan Université 2000 qui construit des locaux, lui. Et le gouvernement a réaffirmé qu'en 95, ce plan serait, à échéance de 95, respecté. Mais c'est vrai que le quantitatif n'est pas tout, et le ministre Fillon l'a dit. Il faut aujourd'hui, et c'est là un des grands enjeux, je crois, faire un très grand effort
notamment dans le premier cycle, pour améliorer l'orientation des étudiants. Je dirais même d'ailleurs faire une orientation meilleure au niveau des lycées. Il faut créer des filières professionnelles peut-être plus courtes. Et là, il y a un comportement un peu paradoxal du monde étudiant, mais je crois qu'il faut le mettre sur le compte de la crainte, de l'avenir justifié. C'est que, par exemple, il y a des places d'IUT qui sont disponibles aujourd'hui, alors qu'on sait très bien que ces filières courtes professionnalisées ont de bonnes chances de déboucher sur un emploi. Et qu'elles ont aussi des passerelles ensuite avec voilà, d'autres étapes. Oui. Tout à fait. Il faut réaménager, bien sûr, poursuivre la rénovation pédagogique des premiers cycles, c'est important. Et puis aussi, il faut, sur les deuxième et troisième cycles, poursuivre la professionnalisation. Et je crois qu'une des bonnes voies aussi, c'est le rapprochement des universités avec leur environnement, d'où notre souci d'aller vers un peu plus d'autonomie. Philippe Jacques, Monsieur Campacchi, pardon, donc Monsieur Fillon propose ce soir à l'Assemblée d'envoyer sur place, dans les universités qui le souhaitent, des missions ministérielles qui pourraient engager des moyens d'urgence. Vous êtes d'accord, vous acceptez cette... Nous sommes pour régler les problèmes immédiats des étudiants de Rouen, de Nantes, de Toulouse qui ne peuvent pas étudier. Pour l'instant, la rentrée a eu du mal à se faire. Donc s'il y a des missions d'urgence, c'est très bien, mais il ne faut pas que simplement que ça soit des missions, il faut que ça soit des crédits d'urgence. Parce qu'on ne peut pas simplement parler... bien sûr, il faut rénover, bien sûr, il faut des systèmes d'orientation avec des passerelles. Il faut éviter que vous prenez un étudiant qui arrive en droit, il n'a jamais fait de droit avant, donc il faut qu'il puisse découvrir les différentes filières, les différentes matières. Mais des crédits d'urgence, pardon, je vous interromps, des crédits d'urgence, Monsieur Jacquemin, vous êtes d'accord ? Je crois que le ministre Fillon, qui est un homme pragmatique, a offert aux universités d'aller au-devant d'elles pour résoudre leurs problèmes spécifiques. Car il l'a reconnu, tous les problèmes ne sont pas réglés. Donc on verra bien s'il donne des moyens supplémentaires, il ne l'a pas précisé. Mais enregistrons cette attitude positive. Je voudrais dire aussi qu'au-delà du plan université 2000... Vous voulez dire l'attitude positive de M. Campacchi ou de M. Fillon? De M. Fillon. Fillon, puisque nous parlions de lui, mais aussi de M. Campacchi. Nous parlions de M. Fillon à l'instant. Et d'ailleurs, le ministre a annoncé également qu'au-delà du plan Université 2000, il y aurait un autre plan qui est déjà lancé, auquel le gouvernement réfléchit pour prolonger précisément l'action gouvernementale au-delà même de la construction des locaux nouveaux. Philippe Campacchi, vous annoncez donc une nouvelle manifestation pour jeudi prochain, cette fois en même temps que les enseignants et les chercheurs, s'ils répondent à l'appel des syndicats. À quoi cela sert-il en fait d'amener tant de monde dans la rue alors que l'on sait bien les contraintes budgétaires, l'augmentation du budget spécifique de l'enseignement supérieur et l'angoisse de fond qui est celle du chômage à laquelle en fait aucune mesure ministérielle ne pourrait répondre à court terme? Oui, mais écoutez, le budget augmente de 6% d'après M. Fillon et il y a eu 70 000 étudiants en plus cette année. C'est-à-dire qu'avec ce budget, on ne peut pas accompagner cette augmentation d'étudiants. Donc ça veut dire qu'on va avoir de nouveau des problèmes de rentrée, des problèmes énormes et il faut modifier tout cela. Alors on a le sentiment que un petit peu tout peut changer et qu'on peut inverser la donne, inverser le budget et que finalement en manifestant on peut gagner. Pourquoi? Parce que vous avez déjà obtenu des mesures sur l'allocation au logement. Oui, on a obtenu, ça a été un petit peu sur l'allocation logement social, le syndrome de Vaquet à la Moderne France, c'est-à-dire avec une rapidité extraordinaire, la peur d'un gouvernement devant des pétitions d'étudiants avec toute une série d'interventions que nous avons fait auprès des parlementaires, des maires, et puis finalement nous avons gagné le recul du gouvernement sur cette question. Donc on a le sentiment qu'on peut gagner. Et là, concrètement, qu'est-ce que vous espérez après la manifestation de jeudi? Après la manifestation de jeudi, nous espérons gagner que la mission de M. Fillon se transforme en crédit. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, finalement, que le plan Université 2000 ne s'arrête pas en 1995, mais continue jusqu'à l'an 2000, et qu'il y ait véritablement une loi de programmation budgétaire, ça nous semble indispensable pour essayer d'enlever cette inquiétude qui existe dans les universités. Regardez la déclaration de M. Haddad, qui dit qu'il faut à peu près 300 à 400 postes pour le budget 94. Il comprend le mouvement étudiant. Donc je crois que Jacquemin, d'un mot, c'est possible à court terme de rassurer cette génération
malade, enfin inquiète et obsédée par le chômage, c'est possible à court terme de la rassurer, c'est important? C'est très important. Je crois que c'est tous ensemble, en réalité, les hommes politiques, le monde économique, les étudiants, que nous arriverons par le dialogue à l'intérieur même de l'université, en dehors aussi de l'université, à trouver des solutions, notamment dans l'adaptation des formations. C'est une des voies d'expérimentation qu'il faut souhaiter. Monsieur Jacquemin, Monsieur Campincky, merci. En hausse, en baisse, maintenant, le palmarès des gens qui, ces jours-ci, font la une de l'actualité, vu par Guy Lagache. Le Dalai Lama fait un tabac. Après une visite de 3 semaines en France, le chef spirituel des Tibétains remporte un véritable succès médiatique. Mais sa visite est aussi l'occasion d'une rencontre au sommet avec les autorités religieuses françaises. C'était aujourd'hui, à Lourdes, une réunion à huis clos où les personnalités religieuses ont dénoncé le fanatisme et la violence. Bad, very bad, Michael Jackson va mal. Côté business d'abord, la firme Pepsi vient de résilier son contrat pour la tournée mondiale Dangerous que la star américaine a annulé vendredi. Côté santé ensuite, Michael, il l'avoue lui-même, est devenu dépendant, véritablement accro aux antalgiques qu'il absorbait pour calmer les douleurs suite à une opération chirurgicale. C'est précisément cette dépendance aux médicaments qui a provoqué l'annulation de la tournée mondiale de la star. Côté vie privée enfin, le chanteur, accusé d'attentat à la pudeur sur un adolescent de 13 ans, souhaite maintenant reporter son audition devant la justice américaine. Les problèmes de Michael Jackson, à mon avis, et en France, n'ont aucun impact sur la vente de disques. Je dis bien en France, parce qu'en France, on est à l'abri de ces espèces de rumeurs. On n'est pas à l'abri des rumeurs, mais on est à l'abri des conséquences et des trucs malsains. On sait très bien que la personne est encore préservée. On espère que ça va durer très longtemps. Et pour se préserver, Michael Jackson avait choisi un hôtel français, à la montagne, à Avoria, mais il l'a quitté pour une destination encore inconnue. À retenir encore dans l'actualité économique et sociale de ce lundi, l'annonce par le ministre de l'économie des chiffres clés de la privatisation de Rhône-Poulenc. Marie-Claire Thiers. 135 francs par action Rhône-Poulenc, un prix attractif. Le titre a clôturé ce soir à la Bourse de Paris à 153 francs 60. Une privatisation qui se déroulera pendant 8 jours jusqu'à mardi prochain. Les particuliers pourront acquérir 47 millions d'actions du géant de la chimie, 8e groupe mondial et 10e groupe de la pharmacie. Ils disposeront d'une priorité d'achat de 60 actions, voire plus. Et ils bénéficieront d'une deuxième priorité jusqu'à 60 actions par personne lorsqu'ils apporteront en paiement le titre d'emprunt Balladur. Une privatisation qui rapportera environ 13 milliards de francs à l'État. Le noyau stable avec l'assureur AXA, la BNP, le Crédit Suisse, Fiat France et la société